Bonjour tout le monde, on va commencer dans une minute, là, le temps de laisser à tout le monde le temps d'arriver. Merci de votre patience. On va y aller. Donc, bonjour et bienvenue à tout le monde. Merci d'être des nôtres en si grand nombre. La webdiffusion d'aujourd'hui s'intitule Prise en charge du myélome, diagnostic, traitement, effets secondaires. Dans la présentation de ce soir, Dr Émilie Lemieux-Blanchard, hémato-oncologue, et Martine Cordeau, infirmière, toutes deux du CHUM, présenteront des informations à jour sur le diagnostic, les traitements et les effets secondaires concernant le myélome. Il est maintenant temps de débuter la présentation. Mon nom est Geoffrey Moll. Je suis responsable des services. Faut pas aller aussi vite avec les diapos. Oh. Si on peut revenir à la première. Merci, désolé. Donc, mon nom est Geoffrey Moll. Je suis responsable des services à la communauté pour Montréal, Laval, la Montérégie et l'Outaouais à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Et je serai le modérateur de cet événement en ligne. La présentation durera environ 60 minutes et comprendra une période de questions et réponses à la fin. Puisque vous êtes nombreux et en mode silencieux, nous vous invitons tout au long de la présentation à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran et nous les lirons à voix haute à la fin. En raison du grand nombre de participants et du temps limité, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions. Notez également que nos conférencières ne peuvent pas répondre à des questions spécifiques sur l'état de santé d'une personne. Les questions spécifiques ne seront pas lues à haute voix. Si nous ne répondons pas à votre question pendant la présentation en direct, un responsable des services à la communauté vous contactera directement après la conférence. Prochaine diapo. Nos responsables des services à la communauté sont là pour vous. Nous écoutons attentivement vos besoins, difficultés et préoccupations. Nous pouvons vous orienter vers des informations sur les cancers du sang et ou les traitements. Nous pouvons vous aider à prendre en charge vos soins et vous référer vers les ressources et les services disponibles à la SLLC ainsi que dans votre communauté. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais mettre en lumière quelques-uns des services que nous offrons et qui pourraient vous intéresser. Prochaine diapo. Notre site internet, cancerdusang.ca, a été conçu en pensant à vous pour assurer une navigation facile et personnalisée, quelle que soit votre situation actuelle. Prochaine. Suivant. Ouais, merci. Toujours sur notre site internet cancerdusang.ca, merci. Vous trouverez des fiches d'information et des livrets gratuits et validés par des experts sur les cancers du sang, sur les traitements et sur les aspects psychosociaux et pratiques. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Suivant. Et une autre ressource qui peut également vous aider à naviguer l'expérience du cancer est l'application Santé SLLC. C'est une ressource gratuite qui est disponible en français et en anglais. L'application vous aide à suivre les effets secondaires, les médicaments, l'alimentation et le journal d'hydratation. Cette application permet également d'offrir des rappels de médication et comporte un planificateur de repas nutritifs ainsi que de nombreuses recettes pour vous aider à bien vous alimenter. L'aidant peut également avoir accès à l'application. Elle peut être téléchargée gratuitement sur les appareils Apple ou Android. Suivant. Et finalement, vous pouvez vous joindre à l'un de nos groupes de soutien pour créer des liens avec d'autres personnes qui vivent une situation similaire tout en restant dans le confort de votre foyer. Visitez notre site internet pour en savoir plus et pour vous inscrire. Prochaine. Il est maintenant temps de vous présenter nos expertes de ce soir, Dr Émilie Lemieux-Blanchard et Martine Cordeau. Dr Lemieux-Blanchard est hémato-oncologue au CHUM et a pour centre d'intérêt l'oncologie et la recherche clinique, le myélome multiple et la neuro-oncologie. Martine Cordeau est infirmière pivot en oncologie au CHUM.
Elle est infirmière clinicienne depuis 2019 et elle détient une maîtrise de recherche en microbiologie et immunologie spécialisée en oncologie. Je vous laisse la parole, mesdames. Merci. Alors, on m'a déjà présenté. Il est toujours de bon ton également de présenter les conflits d'intérêts potentiels lors d'une présentation. Alors, il faut savoir que j'ai déjà été conférencière pour des compagnies pharmaceutiques qui mettent en marché les médications pour le myélome et également participer à des comités aviseurs où on donne notre opinion sur certaines médications ou protocoles de traitement. J'ai déjà également participé à des protocoles de recherche où j'étais investigatrice locale dans mon centre et aussi déjà donné mon expertise pour certaines médications à l'INES, qui est, comme vous le savez, un institut québécois pour l'approbation des médications. Les sujets sont vastes à aborder. En fait, c'est de bien comprendre la maladie. C'est mon objectif principal, pouvoir en parler, pouvoir en discuter avec vos équipes traitantes, comprendre bien la prise en charge également. Ça nous donne un pouvoir de plus supplémentaire pour bien comprendre ce qui a bouleversé notre quotidien, puisque le myélome arrive parfois comme un chien dans un jeu de quilles, on en est bien conscient. Alors, qu'est-ce que le myélome? Les signes, les symptômes, le diagnostic, les traitements, les essais cliniques, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça peut nous servir? Également, les effets secondaires qui viennent avec les traitements, des soins de soutien, des suivis. Et Martine va compléter également l'aspect plus infirmier, le rôle de l'infirmière pivot dans la prise en charge de votre maladie. Donc, on va commencer vraiment par une introduction très simple. On va commencer par la base. C'est le terrain de jeu de l'hématologue, le sang. Alors, vous savez peut-être déjà, on a plusieurs types de cellules du sang. On a les globules blancs, c'est ceux qui combattent les infections. On a les globules rouges, ceux qui transportent l'oxygène grâce à l'hémoglobine. Et on a les plaquettes qui aident à la coagulation du sang. C'est les cellules qui participent à la formation du caillot. Tout ça baigne dans le plasma, qui est une partie liquide du sang, qui est surtout composée d'eau, mais dans lequel aussi baignent des bonnes vitamines, des sels minéraux, des protéines, et c'est le passage des hormones ou de d'autres composantes chimiques qui vont permettre la communication entre les cellules du corps. Le système immunitaire comprend la moelle osseuse, les lymphocytes et les globules blancs, les ganglions lymphatiques, où on voit, ça c'est ce qu'on peut sentir dans le cou, les aines, les aisselles, la rate qui est située à gauche et la moelle osseuse qui, on en a déjà parlé, mais chez l'adulte, elle est particulièrement dans le bassin, un peu dans les os longs et elle reste aussi au niveau du sternum. Le myélome, c'est une maladie de la moelle osseuse. C'est un cancer de la moelle osseuse qui est causé par une de ces cellules qu'on appelle les plasmocytes. Les plasmocytes, c'est un type de globule blanc. Moi, je les présente souvent comme les cellules bibliothèques. C'est elles qui emmagasinent en mémoire les différents anticorps qu'on va devoir produire si on retrouve de nouveau ou si on fait face à une infection qui nous envahit. Par contre, le myélome devient une maladie quand les plasmocytes, ces fameuses cellules bibliothèques, vont se réactiver seules et commencer à produire la protéine qu'elles produisent, qui est un anticorps, de façon anormale et de façon toujours répétitive, la même protéine. Comprenez qu'un anticorps, on en a besoin de centaines de milliers de différents. Ce n'est pas normal qu'une cellule décide de faire toujours la même. C'est à partir de ce moment-là qu'elle devient un cancer, lorsqu'elle produit toujours la même chose. Au début, on peut être à une étape très précoce, mais quand cette cellule-là commence à guider et à envahir la moelle osseuse et aller dans d'autres endroits, c'est là qu'elle devient une maladie sérieuse qu'on doit traiter. Les cellules myélomateuses, elles sont dans la cellule, dans le corps, dans la moelle osseuse, mais aussi s'en aller ailleurs. Elles peuvent aller dans les os, elles peuvent aller dans les tissus mous, ça c'est la peau par exemple, ou elles peuvent même aller dans des organes comme les poumons. Quand on a des boules de myélome comme ça, on appelle ça des plasmocytes. La forme la plus courante de myélome, c'est le myélome multiple parce qu'on va avoir non seulement un envahissement dans des organes comme les os ou faire des plasmocytes, mais on va retrouver aussi plusieurs atteintes en même temps
qu'on va expliquer un peu plus tard. L'hématologue, c'est le médecin du sang et de la moelle osseuse. Alors, quand on veut faire un diagnostic, on fait une biopsie de moelle, on va en reparler un peu plus tard, puis on la regarde au microscope. Quand on regarde les cellules au microscope qu'on a colorées de façon particulière pour faire ressortir toute leur beauté en toutes ces belles nuances de mauve, on se rend compte que sur la moelle normale, on a une grande diversité de cellules. On en voit de différentes formes. Quand on fait une moelle pour un patient qui est malheureusement atteint du myélome multiple, on se rend compte qu'on a de façon disproportionnée le plasmocyte qu'on voit ici représenté, celui qui a l'air un peu d'un œuf au plat excentrique. Ça, c'est l'accumulation de cellules anormales. Il est hors de proportion et on le reconnaît assez facilement. Les types de myélome, on a parlé du myélome multiple puisqu'il affecte plusieurs zones du corps. Et c'est vraiment la forme la plus courante. Le plasmocyte, on l'a vu aussi, c'est des lésions qui sont plus une boule, comme une tumeur en fait, qui contiennent du myélome. Le plus souvent, on va le retrouver dans l'os, mais on peut le retrouver dans la peau, dans la sphère ORL, des muscles ou comme le poumon ou dans d'autres organes plus importants. Le myélome indolent, ça, c'est une catégorie particulière parce qu'on n'est pas encore atteint d'un myélome symptomatique. Donc, un myélome multiple symptomatique, c'est quand on a développé des symptômes qui viennent avec la maladie. Un myélome indolent, on a remarqué qu'on a les cellules anormales de façon disproportionnée dans la moelle, donc plus que 10 %. Par contre, on n'a pas encore d'atteinte d'organes importants, on n'a pas de manifestation. Le myélome indolent, pour l'instant, on n'est pas encore venu à le vouloir le traiter. On peut encore l'observer. On doit le surveiller de façon vigilante et malheureusement, la plus grande proportion des gens dans le futur vont développer un myélome symptomatique. Mais ce n'est pas non plus pas non. Le myélome, c'est une maladie rare, mais qui est quand même un cancer en général relativement dans la grande famille des cancers. Il va représenter à peu près 1 % de l'ensemble des cancers. Alors, il y a environ 9 000 Canadiens en 2020 qui étaient atteints de cancer avec une incidence, c'est-à-dire le nombre de cas qui se renouvellent chaque année, d'environ 2 000 avec un diagnostic au Canada. Les données au Québec sont moins précises. On sait que c'est une maladie qui a plus de risques de nous affecter plus on avance en âge. Le diagnostic moyen est aux environs de la soixantaine et on voit que les risques augmentent plus on vieillit. C'est plutôt rare également lorsqu'on est très jeune, en bas de 45 ans, bien que je ne me prononce pas sur qu'est-ce qui est très jeune. Les facteurs de risque. Si on avait la cause ultime du myélome, on serait vraiment heureux, puisqu'on pourrait vraiment mieux cibler nos traitements. Malheureusement, on parle encore de facteurs de risque. Donc, une grande catégorie de choses peut prédisposer au myélome. Mais qu'est-ce qui le fait vraiment déclencher? C'est encore obscur pour bien des scientifiques. Alors, on sait que d'être plus âgé, on l'a vu tout à l'heure, la prédominance est masculine. On sait aussi que l'origine ethnique, les Afro-Américains ont 2 fois plus de chances de développer le myélome. On sait aussi qu'un myélome multiple ne vient jamais sans une gamopathie monoclonale préalable. Qu'est-ce que ça mange en hiver, une gamopathie monoclonale? Mis à part d'être difficile à dire rapidement, c'est en fait un état précancéreux. C'est qu'on voit apparaître la fameuse protéine circuler dans le sang, mais jamais à un niveau suffisant pour être nécessairement inquiétant. Et quand ce tout augmente, c'est là où on devient suspicieux pour voir s'il y a des symptômes du myélome. Mais on peut rester dans cet état pré-cancer pendant de très longues années. Et comme c'est asymptomatique, il faut vraiment un événement spécifique, c'est-à-dire que le docteur décide de demander le test pour le trouver. Ça ne se manifeste pas comme ça dans une prise de sang normale ou standard de routine en médecine familiale. L'hérédité, on sait que dans certaines familles, il y a des familles plus à risque de faire des myélomes, mais il faut vraiment que ce soit plusieurs frères et sœurs, qu'il y ait plusieurs membres de la famille. En général, on ne considère pas que le myélome est une maladie héréditaire et on ne le transmet pas à ses enfants. Les facteurs environnementaux, je pense que c'est indéniable dans notre société de penser à tout ça. Est-ce qu'on est capable d'en identifier un? Plus ou moins, outre des solvants utilisés dans certaines usines chimiques.
l'obésité, la façon dont on s'alimente, nos comorbidités, mais également les états d'immunodéficience, c'est-à-dire d'avoir un système immunitaire moins fort, va prédisposer à la maladie. Les signes et symptômes, on en parle depuis le début. Qu'est-ce que c'est un myélome multiple? Pourquoi on me dit que là, présentement, avant, j'avais une gammopathie monoclonale, maintenant, j'ai un myélome multiple? Qu'est-ce qui a fait changer les choses? Il est apparu dans votre sang peut-être une augmentation du calcium. On a des taux, on a des chiffres où on sait qu'à partir de tel moment, le calcium est trop élevé dans le sang et que c'est anormal. L'insuffisance rénale. Quand nos reins, pour une raison au départ qu'on peut ne pas comprendre, commencent à moins bien fonctionner, c'est le genre de raison pour laquelle un médecin peut essayer de chercher si on est atteint de myélome multiple. De l'anémie. C'est souvent une des manifestations fortes. On est de plus en plus fatigué. On ne comprend pas pourquoi monter un escalier alors qu'on était capable il y a 6 mois devient comme une montagne maintenant. Et les fameuses douleurs osseuses. Donc, on revoit CRAB, C-R-A-B, B pour bone lesion en anglais ou os. Les anomalies sont souvent les plus souffrantes et ce qui va faire aussi qu'on va consulter puisque c'est des maux qui ne passent pas, qui nous réveillent la nuit et qui, malgré toutes les bonnes intentions de notre physiothérapeute ou de notre médecin de famille, ne veut pas s'améliorer et même vont en s'empirant. Le diagnostic du myélome se fait sur la biopsie de moelle. Vous comprendrez que l'hématologue a besoin de certifier que c'est bien des plasmocytes anormaux et en nombre anormaux qui sont présents. On va aussi vous demander des analyses de sang et d'urine, puisqu'on peut retrouver la protéine avec des tests spéciaux dans le sang et dans l'urine. Et également, on va faire une analyse des os. On peut choisir des radiographies simples. Cependant, les radiographies simples, il faut attendre presque 30 % de destruction de l'os avant de vraiment le voir sur la radiographie. Alors, quand on a mal et que la radiographie est normale, on peut aller plus loin. En fait, on doit aller plus loin, puis on doit demander des examens plus précis, comme un scan, une résonance magnétique ou même un examen en médecine nucléaire qu'on appelle un PET scan et qui va voir un peu l'activité métabolique, comment il y a de l'activité à l'intérieur de cette cellule anormale qui veut marquer au niveau de vos os ou même dans la moelle osseuse. Le diagnostic du myélome, bien, si on résume un peu ce que je viens de dire là, dans les diapositives subséquentes, on doit avoir une quantité suffisante de plasmocytes pour se dire que ce n'est pas normal. On fixe le chiffre à 10 % parce qu'on peut avoir aussi une augmentation des plasmocytes quand on est infecté. C'est normal. C'est le plasmocyte, c'est son rôle de réagir à l'infection. Par contre, au-delà de 10 %, ce n'est pas normal, même en infection. On peut avoir aussi d'autres facteurs. On a parlé des critères CRAB ou le CRAB qu'on vient de décrire. On peut aussi avoir des biomarqueurs spéciaux dans le sang, c'est-à-dire ou dans la moelle osseuse. On peut avoir beaucoup trop de plasmocytes, au moins plus de 60 %. On peut avoir des ratios des protéines. On a des protéines lourdes, puis on a des protéines légères qu'on appelle chaînes légères. On peut avoir un ratio qui est vraiment disproportionné par rapport à la normale, où on va dire que c'est un ratio entre les 2 chaînes légères qu'on produit normalement qui vient complètement s'augmenter de façon anormale à plus de 100, alors qu'on sait que dans la normale, il devrait être en bas de 1,65. On peut retrouver aussi des boules en préparation sur la résonance magnétique d'environ 5 mm. Il faut en trouver au moins 2 sur la résonance pour dire que c'est tous des marqueurs qui font que notre fameuse gammopathie monoclonale ou notre myélome indolent, c'est plus normal parce qu'on a là commencé à avoir des manifestations de la maladie. Quand on accumule un de ces 3 facteurs, il a été déterminé qu'on avait quand même un risque dans les 2 années qui venaient de près de 70 % de développer un myélome multiple. Alors, le médecin ou l'hématologue peut discuter avec vous de voir soit un hématologue ou à l'hématologue de discuter avec vous de débuter un traitement plutôt que d'attendre d'avoir des vrais symptômes puis d'avoir aussi de risquer d'avoir des conséquences physiques. La fameuse protéine monoclonale, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est comme un anticorps dans le sang. On appelle ça des immunoglobulines, puis on peut les retrouver aussi dans les urines. Donc, c'est pour ça qu'on peut des fois vous demander de faire une collecte des 24 heures pour collecter l'ensemble des protéines qui s'accumulent dans le bidon et voir si vous en passez beaucoup à travers votre rein parce que le rein a de la difficulté maintenant à les filtrer. Et on peut aussi avoir un test
de chaîne légère sur le sang qui accompagne la recherche de la protéine monoclonale. Maintenant, le stade. Là, je vais faire une mise en garde parce que c'est une question qu'on me demande souvent. Docteur, c'est quoi mon stade? Il faut savoir qu'un stade en myélome, ça ne s'interprète pas de la même façon qu'un stade en maladie du poumon, par exemple. Quand on a un cancer du poumon, on peut avoir un stade 1 et voir notre chirurgien nous proposer de l'enlever. Quand on a un stade 4, on rencontre l'oncologue et il nous dit « Je dois vous donner de la chimio, mais je ne pourrai jamais faire partir votre cancer du poumon. » Le myélome, c'est une maladie qui, on le verra aussi un peu plus tard, ne peut pas s'en aller. Près de 98% des gens vont rester avec le myélome toute leur vie. Alors, les stades ou la classification qu'on va se donner, c'est pour se parler entre nous, entre médecins, puis entre collègues, pour comprendre où on en est dans la maladie, pour aussi estimer l'espérance de vie qui vient avec la charge de la maladie. Ce n'est pas nécessairement pour changer notre façon complète d'aborder votre traitement. Donc, il y a une classification ici qui est nommée, qui s'appelle le Dury-Salmon. Elle est presque plus utilisée, mais elle peut se retrouver encore dans des études scientifiques qu'on va lire pour comprendre la maladie. Le Système international de stadification, ou l'ISS, c'est plus celui-là qu'on va utiliser. On utilise R parce qu'il a été multiples fois révisé pour s'adapter à l'amélioration de la survie des gens en myélome. La classification de Dury-Salmon, j'en parlerai moins puisqu'elle n'est pas pertinente autant aujourd'hui, mais vous voyez, c'est étrange. Autant on pourrait penser qu'on va s'intéresser dans la classification à vos données de chaîne légère, de pic monoclonal ou de votre anémie. Pas du tout. On va chercher plutôt des facteurs qui montrent l'activation du système immunitaire, l'activité des cellules immunitaires. On va voir aussi l'inflammation un peu avec l'albumine, qui est une protéine qui habituellement est sécrétée par le foie. Quand il y a beaucoup d'inflammation, cette protéine-là va diminuer. C'est un peu le reflet de l'activité du myélome, tout comme les lactates déshydrogénases, qui sont une autre protéine qui est sécrétée en fait là, par quand la tumeur ou la cellule se multiplie rapidement, on va voir monter les lactates déshydrogénases. On va aussi utiliser des anomalies génétiques. Quand les chromosomes qui n'étaient pas supposés être un à côté de l'autre se retrouvent ensemble, ça peut donner des facteurs de risque pour l'évolution de la maladie et comment on va la traiter. Alors, tout ça mis ensemble va nous permettre d'utiliser des stades 1, 2 et 3 et estimer un peu mieux le pronostic. C'est de l'estimation par contre, puisque quand même, on n'est pas toujours lié à notre stade et on peut quand même déjouer les pronostics. Donc, de trouver le meilleur traitement, on va prendre en compte, oui, peut-être le stade, mais il faut savoir que maintenant, dès qu'on a un myélome symptomatique, peu importe le stade, on va souvent considérer de traiter les gens. Mais dans notre algorithme décisionnel, pour faire le meilleur plan de traitement pour traiter quelqu'un, on va prendre en compte est-ce que c'est un myélome multiple, un plasmacytome. Si c'est un myélome indolent, bien, il faut vraiment se poser la question est-ce que c'est le temps de le traiter? Est-ce qu'il y a des biomarqueurs qui sont apparus qui nous disent que c'est le temps de traiter? Les stades, c'était plus vrai, je vous dirais, quand on utilisait le Dury-Salmon. Maintenant, comme je vous explique, c'est moins fréquent. L'âge est quand même un facteur parce qu'il est souvent avec nous, entraîne aussi plus de risques d'avoir d'autres maladies, d'autres comorbidités. On s'intéresse beaucoup à l'âge, pas tant de votre date de naissance, mais l'âge physiologique, comment vous êtes en forme. Par contre, il y a certains traitements qui, oui, vont utiliser l'âge, puisqu'on sait qu'à partir d'un certain âge, comme notamment en haut de 70 ans, certains traitements plus intensifs sont plus difficiles à tolérer. Donc, l'objectif des traitements du myélome multiple, c'est d'avoir un contrôle de la maladie. Quand il récidive, de recommencer un nouveau traitement et d'espérer de faire que le traitement fonctionne le plus longtemps possible. Donc, les traitements visent à ralentir la croissance des cellules cancéreuses, de vivre plus longtemps avec sa maladie, de la rendre la plus chronique possible. Aussi, un des objectifs principaux, c'est de réduire les symptômes parce que la douleur osseuse, l'anémie, c'est difficile dans la vie de tous les jours. Et paradoxalement, prendre de la chimiothérapie ou des traitements pour le myélome
même s'ils ont des effets secondaires, vont aider pour réduire vos douleurs, même voir disparaître vos douleurs à la longue et régler les problèmes d'anémie ou d'insuffisance rénale, par exemple. Ça peut aussi offrir des périodes où on contrôle la maladie. On appelle ça des périodes de rémission, quand il n'y a pas de symptômes ou que, par exemple, en plus, la protéine est vraiment diminuée dans le sang, assez, on espère, pour ne plus la détecter. Et on peut vivre comme ça avec on espère, la meilleure qualité de vie possible sans maladie active. Les traitements, il y en a vraiment de toutes sortes. On utilise classiquement des combinaisons d'agents qu'on pourrait dire de chimiothérapie, mais qui en fait qui sortent maintenant du cadre de la chimiothérapie classique, qui sont plus ciblés vers le myélome. On peut utiliser la radiothérapie, la greffe de cellules souches. La greffe de cellules souches qu'on va utiliser, c'est l'autogreffe. L'allogreffe, elle est présentée ici, mais il faut savoir que ce n'est pas un traitement standard en myélome. C'est des traitements qui peuvent être proposés dans certains centres, notamment à Montréal, mais la communauté internationale n'a pas adopté l'allogreffe comme un traitement qu'on doit offrir à tous. C'est pour des patients sélectionnés seulement. Après la greffe, on peut avoir des thérapies d'entretien ou quand on n'a pas bénéficié d'autogreffe, mais on peut aussi continuer notre traitement qui sert un peu comme d'entretien pour essayer de maintenir la rémission, comme on l'a vu tout à l'heure, le plus longtemps possible. Donc, essayer de vivre sans maladie le plus longtemps possible. Pourquoi on continue si longtemps les traitements? C'est qu'au fil du temps, on s'est rendu compte que le myélome, plus on tapait dessus, moins on avait de récidives précoces. Malheureusement, quand on prend des pauses, on lui permet de revenir déjà un petit peu plus résistant et peut-être moins facile à recontrôler par la suite. Donc, c'est pour ça que souvent, on va vous proposer de continuer le plus longtemps possible les traitements lorsque vous pouvez les tolérer. On peut parfois attendre sous surveillance rapprochée. Je peux vous dire que c'est souvent des traitements pour des cas particuliers. On a aussi beaucoup d'espoir dans des nouvelles générations de médicaments, notamment les thérapies plus ciblées avec des anticorps ou des traitements même qui sont encore dans des cadres d'essais cliniques avec l'utilisation des cellules même du système immunitaire qu'on a modifiées pour essayer de s'attaquer au myélome. La chimiothérapie, c'est une vaste catégorie. Il faut dire qu'avant, le myélome était beaucoup abordé avec de la chimiothérapie. Maintenant, on en voit un peu moins la chimiothérapie classique. Maintenant, c'est des traitements qui s'apparentent, mais qui sont vraiment plus ciblés avec le myélome. Par contre, on va quand même revoir encore des traitements de chimiothérapie standard se mélanger à ces différents protocoles. Ça, le reste de la diapositive, je pense qu'on l'a déjà abordé un peu plus tôt. Donc, venons-en à la chimiothérapie, qui est déjà un gros volet. On a les médicaments qu'on appelle des immunomodulateurs. Ils vont créer la mort de la cellule, mais aussi ils vont empêcher la cellule myélomateuse de communiquer avec son micro-environnement qui lui permet de pousser, en fait. Donc, pour empêcher sa croissance. On connaît le lénalidomide, qu'on appelait anciennement le Revlimid. On a aussi le pomalidomide, qu'on appelle aussi le Pomalyst, qui sont deux agents immunomodulateurs. Vous remarquez la présence des petits astérix rouges. Je vous ai mis ces astérix pour vous montrer ceux qui étaient disponibles auprès de la RAMQ au Québec. On a aussi une autre grande catégorie qu'on appelle les inhibiteurs du protéasome. C'est des inhibiteurs poubelle de la cellule. Et ça, quand on a une cellule qui produit beaucoup d'anticorps, si on l'empêche de jeter ses déchets, elle fonctionne moins bien. C'est ce qui fait fonctionner le bortezomib et le carfilzomib. Le bortezomib, c'est très fréquent, vous l'avez peut-être même déjà reçu, ceux qui sont en traitement, c'est celui qu'on injecte sous la peau. Le carfilzomib, c'est un de ses cousins qu'on injecte cette fois-là par les veines. On a maintenant des anticorps monocloniques. Donc, on va attaquer le myélome avec un anticorps parce qu'à chaque surface de cellule, il y a des protéines qui peuvent nous servir de cible. Les anticorps monoclonaux les plus connus sont le daratumumab, qui est sur le marché maintenant en injection sous la peau, alors que pendant longtemps, il a été disponible par les veines seulement. D'autres concurrents sont aussi présents sur le marché mondial, mais on ne les a pas nécessairement au Québec.
Une des choses qu'on voit apparaître de plus en plus dans les études, c'est les anticorps bispécifiques, c'est-à-dire qu'ils vont amener le myélome à côté d'une cellule du système immunitaire qui, lui, sa job, c'est de tuer les cellules qui sont infectées. Donc, il va comme considérer la cellule de myélome comme une cellule qui était infectée et qu'il doit détruire. On appelle ça bispécifique parce qu'il va attraper 2 cellules en même temps pour les faire communiquer ensemble pour espérer la mort de la cellule du myélome. On a aussi les thérapies cellulaires qui sont en développement, où on va modifier des cellules du système immunitaire pour essayer de venir s'attaquer aux cellules du myélome en essayant d'utiliser à ce moment-là un peu moins d'agents de chimiothérapie et plus un peu les facultés qu'on a en nous de pouvoir s'autoréguler et de détruire les cellules cancéreuses. On a aussi d'autres formes de médicaments qui, eux, ne sont pas encore sur le marché au Canada, pas au Canada, au Québec. Et on a les agents de chimiothérapie standards, comme la cyclophosphamide. On le prend souvent par la bouche ou des fois, on peut le prendre par les veines. Et le melphalan, qu'on va utiliser particulièrement en autogreffe. On a aussi d'autres chimiothérapies plus classiques qui sont plus rarement utilisées. Les biphosphanates, ça, c'est des traitements pour les os, solidifier l'os, mais qui ont aussi un effet pour empêcher la nouvelle cellule d'aller s'implanter dans l'os. On pense que ça ralentit la venue du myélome dans un os. Ça vous empêche aussi d'avoir des fractures douloureuses. Ça diminue les risques de fractures. Les corticostéroïdes, ça, c'est la cortisone. La cortisone, il y en a dans tout. C'est pas, on pense des fois que la cortisone, c'est pour calmer mon inflammation, pour faire que j'ai moins mal au cœur. Mais en fait, en myélome, la cortisone, c'est comme de la chimiothérapie parce qu'ils vont cibler vraiment le mécanisme de mort de la cellule. Donc, le dexaméthasone, il faut que vous le considériez comme une chimiothérapie parce que c'est un agent pour tuer le myélome. D'autres anticorps sont aussi développés où là, on va essayer d'apporter par un anticorps, faire rentrer de la chimiothérapie à l'intérieur de la cellule et c'est cette chimiothérapie-là qui va finalement faire mourir la cellule du myélome. Cet anticorps-là n'est pas encore sur le marché, il est encore sous étude. Alors, une des choses, on voit quand même qu'il y a des agents qui sont donnés par les veines, d'autres qui sont donnés sous la peau, il y en a qui sont donnés par la bouche, puis ça, c'est un peu la responsabilité de le prendre à la maison. Le dexaméthasone, le lénaludomide, c'est 2 exemples de traitements oraux. C'est important de garder l'adhérence, même si on a des effets secondaires. C'est quoi l'adhérence? Bien, c'est de prendre le médicament à la bonne journée, au bon moment où on peut le prendre avec les recommandations de notre pharmacien. Pour nous, ça a toutes sortes d'avantages pour vos médecins. Ça fait qu'on est plus sûr que la maladie va être contrôlée, qu'on n'aura pas de résistance aux médicaments. Puis, nous, quand on a une mauvaise réponse au traitement, on pourrait penser à tort que c'est le médicament qui ne marche pas. Mais si on ne le prend pas, bien, c'est peut-être plus parce que ce n'est pas qu'il est inefficace, c'est juste parce qu'il n'est pas pris. Alors, l'adhérence aux médicaments, bien, associé à ça, ça peut aider la qualité de vie parce que ça va aider pour la reprise du contrôle de la maladie. Ça reste quand même qu'un médicament oral, ça facilite le temps, l'investissement de temps, puisqu'on peut faire ça à la maison, on n'est pas obligé de venir à l'hôpital. Donc, il y a quand même tout un avantage à essayer d'être le plus adhérent possible à ces médicaments par la bouche pour qu'ils soient les plus efficaces possibles et ce, le plus longtemps possible. C'est sûr qu'on comprend très bien qu'il y a des effets secondaires et que parfois les effets secondaires nous font vraiment sérieusement prendre un recul et dire est-ce que vraiment je veux continuer tout ça? Bien, en fait, c'est vrai, on peut être découragé de nos effets secondaires, mais quand on en parle, des fois, on peut avoir des solutions, pas toujours des médicaments, bien que c'est vrai, un effet secondaire amène souvent un nouveau médicament quand on va chez le médecin, mais certaines recommandations qui vont de l'exercice à des changements d'habitude ou des prises de médicaments dans la journée peuvent nous aider à faciliter l'adhérence, mais aussi de gérer nos effets secondaires. Donc, ça vaut la peine de nous en parler. Puis, il n'y a pas de honte à nous dire qu'on oublie des médicaments. Nous, on essaie juste de vous aider pour s'assurer de trouver des solutions pour qu'on puisse vous aider à garder votre adhérence. Maintenant, je vois qu'il y avait des belles applications.
Votre pharmacien aussi peut vous aider et nous aussi, on peut vous trouver des trucs. C'était la partie pour les médicaments oraux. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur la greffe. Qu'est-ce que c'est la greffe des cellules souches? On a parlé qu'il y avait des greffes autologues et des greffes allogéniques. La greffe allogénique n'est peut-être pas nécessairement quelque chose qu'on va voir souvent, mais ça vaut la peine quand même de vous l'expliquer. Donc, qu'est-ce qui va faire que je décide de proposer à quelqu'un la greffe des cellules souches? D'abord, son âge. Je vous ai dit, en haut de 70 ans, les effets secondaires de l'autogreffe sont souvent jugés disproportionnés par rapport à l'utilisation des autres protocoles de traitement qui pourraient être beaucoup mieux tolérés. C'est une chimiothérapie intensive, donc ça va jouer sur notre qualité de vie pendant la période où on prend la greffe. Il faut toujours évaluer s'il y a des meilleurs traitements alternatifs. Puis aussi, toujours bien peser les risques, puisqu'il y en a, qui vont jusqu'au décès, versus les bénéfices qu'on peut s'attendre. Et souvent, la greffe a comme avantage d'avoir une très bonne survie sans progression. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un terme qu'on utilise beaucoup dans la littérature scientifique, mais ce que ça veut dire, c'est d'avoir la rémission la plus longue possible ou le contrôle le plus long possible. Et la greffe peut offrir ce genre de situation, souvent sur quelques années. Donc, la greffe autologue, quand on entend greffe, on pense que c'est nos cellules souches qui sont la solution. Par contre, ce n'est pas vrai. En fait, l'autogreffe, c'est la chimiothérapie intense qu'on donne 2 jours avant, qui est la solution pour votre myélome. L'autogreffe, c'est vos propres cellules souches qu'on a pris soin de collecter grâce à une machine d'aphérèse dans des sacs qu'on va congeler en attendant qu'on soit prêt pour la chimiothérapie. On injecte une chimiothérapie intensive qui essaye de diminuer au maximum la quantité de cellules de myélome dans le corps et par la suite, on redonne l'autogreffe pour qu'elle vienne repeupler la moelle osseuse et refaire une formule sanguine le plus vite possible dans un délai de moins de 2 semaines, alors que si on n'avait pas ce pansement, eh bien, on se retrouverait avec des situations où les cellules du sang sont tellement basses qu'on a besoin de transfusion pendant des mois. Maintenant, la greffe allogénique, c'est différent. La greffe allogénique, ça contient une part de chimiothérapie, mais surtout aussi la réception d'une moelle osseuse qui vient de quelqu'un d'autre, allogénique. On a un donneur qui est compatible avec nous au maximum possible et qui va nous donner de la moelle osseuse via, encore là, une machine externe d'aphérèse. Pour la recevoir, une fois qu'on est prêt, on reçoit aussi de la chimiothérapie pour diminuer au maximum les cellules de la maladie, mais également les cellules de notre système à nous pour qu'ils puissent recevoir les cellules du donneur. Autant les traitements de chimiothérapie, mais là, des cellules du donneur vont participer à essayer de contrôler la maladie. C'est vrai que c'est une très belle intervention. C'est un très beau traitement. Par contre, ce traitement-là, pourquoi il n'est pas standard en myélome nécessairement, c'est qu'il peut apporter aussi beaucoup de complications et un risque de décéder de l'intervention. C'est pour ça que, comme on a de plus en plus de traitements alternatifs ou moins intensifs, on va souvent favoriser les autres interventions et réserver l'allogreffe dans des situations particulières chez des patients plus jeunes, avec moins de comorbidité, qui sont capables de passer au travers, mais même des patients plus jeunes peuvent en décéder. Maintenant, on a des traitements d'entretien par la suite pour garder la rémission. Le plus fréquent, c'est le lénalidomide qu'on doit prendre par la bouche de façon pour essayer de contrôler au mieux la maladie. Le lénalidomide est la méthode la plus facile. On la prend par la bouche à la maison. Maintenant, on sait que ça va aussi, de façon significative, prolonger le temps de rémission quand on l'utilise par rapport à quelqu'un qui n'en prend pas après la greffe ou quelqu'un qui en prend seulement sur une courte période. Présentement, ce qu'on sait, c'est que c'est utile
plus on en prend, plus longtemps on en prend, mieux c'est. On n'a pas de date de fin, puisqu'on voit dans les études que ceux qui continuent le plus longtemps possible, sans arrêt prédéterminé, sont ceux qui en bénéficient le plus. Il y a encore des études en cours qui vont encore nous donner des résultats. On n'est pas encore sûr si ça fait vivre les gens plus longtemps, mais on a quand même espoir que comme ça contrôle très bien la maladie pendant un plus long moment, on va pouvoir voir bénéficier les gens aussi en survie globale. La radiothérapie est une autre des options pour aller brûler à un point précis la maladie. Et les essais cliniques sont le moteur pour l'innovation. C'est des études où on va avoir des règles éthiques qui encadrent les projets de recherche et c'est toujours dans la visée d'améliorer les options de traitement, de prolonger la survie, d'améliorer la qualité de vie et qui sait aussi trouver des médicaments qui enfin vont dire qu'on va être capable de guérir le myélome plutôt que juste le contrôler. Les essais cliniques, ce n'est pas vrai que c'est juste quand on n'a plus rien à perdre. On peut aussi participer dès les premières lignes de nos traitements. Il s'agit de s'informer. Des fois, ça vaut la peine de faire le kilomètre de plus, mais qui peut nous amener à avoir le traitement futur, que bientôt, dans quelques années, qui deviendra le standard. On ne sait jamais quand on participe à une étude clinique, mais on sait qu'on va toujours au moins, si on ne participe pas dans le bras de recherche, obtenir un traitement qui, de toute manière, aurait été proposé si on ne participait pas à l'étude clinique. Comment on mesure la réponse au traitement? Bien, c'est pour ça qu'on vous fait venir fréquemment. On fait faire des prises de sang pour voir le sang, pour voir la fonction des reins, pour voir le calcium, pour voir également le pic monoclonal, autant les chaînes légères que le pic monoclonal lourd. On peut refaire les tests d'imagerie aussi pour voir si les lésions osseuses ont diminué ou s'ils sont stables. Parfois, pas si souvent que ça en clinique, on peut refaire la biopsie de moelle également pour voir où nous en sommes. Parfois, ça peut nous aider à modifier les traitements et ça nous permet aussi de suivre pour être sûr qu'on contrôle bien la maladie. Alors, on va utiliser toutes sortes de termes pour définir la réponse au traitement. Maintenant, on va jusqu'à parler de la maladie résiduelle négative. Ça veut dire qu'on a cherché dans à peu près 100 000 cellules, puis on n'a pas trouvé de myélome. On va avec des méthodes précises dans la moelle. On peut aussi parler de réponse complète stricte, c'est-à-dire qu'on ne voit plus aucune trace de myélome dans la moelle, et ni dans les urines, ni dans le sang. La réponse complète, c'est qu'on a moins de 5 de plasmocytes avec une normalisation également dans nos paramètres de sang. La très bonne réponse partielle, c'est quand on a diminué de plus de 90 des paramètres qui étaient dans le sang. La réponse partielle, c'est 50 la réponse minime, 25 On l'utilise peu parce que c'est confondant. La maladie stable, c'est quand on fait juste que ça arrête de progresser. Et quand on progresse, c'est que malgré les traitements, de fois en fois, on voit augmenter les paramètres comme l'immunoglobulines, les chaînes légères ou les problèmes comme l'anémie. Les effets secondaires, vous le savez, malheureusement, il y en a de multiples. On ne peut pas complètement les éliminer. On essaie de les modérer. La fatigue, oui, l'exercice est un bon moteur pour essayer de pallier à la fatigue liée aux médicaments, mais aussi à la maladie. Il faut surveiller les infections, autant virales que bactériennes. Les douleurs osseuses qui sont présentes, mais qui peuvent aussi venir avec certains de nos médicaments. L'insuffisance rénale, parce que de façon malheureuse, certains médicaments peuvent mal réagir avec votre rein. Pas chez tout le monde, mais malheureusement, certains, oui. On peut avoir des nausées, des vomissements, on peut avoir de la constipation ou de la diarrhée. On peut aussi avoir de l'anémie parce que le traitement est trop fort sur nos autres bonnes cellules du sang et faire baisser nos globules blancs ou faire baisser nos plaquettes. On peut avoir besoin de transfusion. Par contre, généralement, on essaie de prévenir puis d'améliorer ou de diminuer les doses des médicaments pour éviter de se retrouver avec des effets secondaires trop prenants pour votre vie. Les thromboses et les embolies. Certains médicaments sont plus à risque que d'autres de faire des caillots dans les veines ou des embolies pulmonaires, c'est-à-dire le caillot qui se détache et qui va se loger dans les poumons. C'est particulièrement vrai avec le lénalidomide ou la pomalidomide. C'est pour ça qu'on ajoute de l'aspirine, parfois aussi des anticoagulants d'emblée. C'est un mécanisme bien connu
qui semble par contre être plus présent quand on commence, mais on ne sait pas quand vraiment arrêter la protection. Donc, souvent, on va vous demander de la continuer pour tout le temps où vous allez prendre ce genre de médicaments. On a par contre beaucoup d'autres soins de support pour vous aider, des facteurs de croissance pour essayer de faire augmenter l'anémie, pour éviter les transfusions, les globules blancs. Oui, les transfusions parfois peuvent nous aider, elles peuvent être un bon pansement pour quelque temps. Parfois, quand on a trop mal, malgré qu'on prend des antidouleurs et que la vertèbre s'est écrasée, on peut même l'injecter de ciment pour qu'on arrête d'avoir trop mal. On va donner des médicaments pour stabiliser l'os, comme le Zometa. On peut donner des immunoglobulines aussi pour remonter le système immunitaire. On peut donner des vaccins. Les vaccins, on en a beaucoup parlé pour la COVID. C'est très important, surtout quand on a une maladie qui fait partie de notre système immunitaire. Alors, d'être à jour dans nos vaccins pour le pneumocoque, la grippe, le COVID, c'est important. Certains vont même avoir besoin d'antibiotiques en prévention parce qu'ils font des infections trop souvent. La rechute, malheureusement, revient. On l'espère le plus loin possible, mais près de tout le monde va l'avoir un jour. On parle d'un myélome réfractaire quand même si on donne des traitements, malheureusement, il n'y a aucune baisse des signes que la maladie nous montre. Donc, pas de diminution des tumeurs dans les os, pas d'amélioration de l'anémie, pas d'amélioration non plus des immunoglobulines. La rechute, elle, c'est parce qu'on vous suit de plus proche et on voit réapparaître dans votre sang les immunoglobulines malades. Maintenant, on essaie de traiter les rechutes qu'on appelle biochimiques, c'est-à-dire qu'elles sont dans le sang, dans les prises de sang, mais on n'a pas au moins la réapparition des signes du myélome, dont le critère, vous vous souvenez, c'est RAB, d'avoir attendre qu'il y ait de l'anémie, de l'insuffisance rénale. On essaie de faire ça avant pour éviter toutes les complications qui viennent après, autant sur la souffrance puis la qualité de vie. Par contre, malgré tous les suivis que vous pouvez avoir, on peut malheureusement voir quand même des symptômes réapparaître et là, dire qu'on est en rechute également. C'est une autre façon de le voir. Dans les différents traitements envisagés à ce moment-là, on va réutiliser les médicaments que vous pouvez avoir eus si ça fait très longtemps que vous les avez eus. On va souvent privilégier, par contre, de nouveaux médicaments, de nouvelles combinaisons, dont ceux dont on a parlé. La chimiothérapie à forte dose, comme l'autogreffe, souvent, c'est dans la première séquence de nos traitements quand on diagnostique le myélome. Par contre, si on ne l'a pas fait au début ou si on a eu un épisode extrêmement long entre la première greffe et notre rechute et qu'on est encore éligible à la greffe, on peut parfois aussi refaire la greffe de cellules souches autologues. Quand vous venez nous voir, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à prendre des notes, prendre dans notre carnet de notre passeport oncologie, de bien faire être sûr qu'on ait marqué les traitements, quelle date pour qu'on puisse en discuter. N'ayez pas de crainte non plus de discuter des résultats avec nous et d'en parler des effets secondaires que vous pouvez ressentir. Les effets secondaires, c'est évidemment, il y en a à long terme qui sont des complications qui vont persister depuis le début du traitement jusqu'à la fin. On va avoir aussi des effets secondaires tardifs qui sont vus beaucoup plus tard, même s'ils n'étaient pas présents au début. Vous n'êtes pas fou si vous trouvez que des fois, vous êtes dans un nuage à cause de certains médicaments. Certains médicaments vont donner une impression de difficultés de concentration, de mémoire, des troubles de l'attention. Le dexaméthasone rend des fois hyperactif, nous empêche de bien dormir. Le lendemain, c'est plus difficile de se concentrer. On peut avoir des effets physiques comme des problèmes cardiaques, des problèmes thyroïdiens. On peut avoir des changements également sur notre fertilité, notre trouble de l'humeur. Il ne faut pas aussi minimiser, bien que c'est beaucoup plus rare, mais il y a des cancers secondaires qui sont associés avec nos thérapies, particulièrement la greffe, où on peut avoir des risques de cancer hématologique comme des leucémies aiguës au-delà de quelques années après notre greffe. Heureusement, je ne veux pas vous faire peur, c'est moins de 5 %, mais ça peut quand même arriver. Maintenant, je vais laisser la parole à Martine Cordeau, qui est une collègue
à notre centre hospitalier qui travaille avec moi particulièrement avec la population de myélome multiple. Merci, Martine. Bonjour. Donc, on a abordé la maladie, les signes et symptômes, les traitements, mais aussi les effets secondaires à court et long terme de nos traitements. Moi, avec vous, je vais aborder le rôle de l'infirmière dans votre trajectoire de soins. Donc, vous voyez là, la première diapositive, là, c'est le central, c'est vous. Puis autour de vous, la professionnelle de la santé que vous allez rencontrer le plus souvent durant votre trajectoire de soins, c'est une infirmière. Vous avez des infirmières en salle de traitement, des infirmières en radiothérapie, les infirmières sur les unités de soins, mais également la coordonnatrice de greffe. Vous avez aussi des infirmières de recherche. Vous allez entendre aussi parler de l'infirmière pivot. Donc, vous êtes entouré. Qu'est-ce que l'infirmière fait pour vous? Elle a plusieurs rôles. Déjà, en premier, vous évaluez vos symptômes. On a parlé beaucoup de douleur, de fatigue. Donc, elle va évaluer cette problématique-là avec vous, puis pouvoir faire des enseignements pour pouvoir vous outiller afin de combattre les effets secondaires. Donc, évaluer vos besoins, faire les enseignements, puis aussi vous donner des ressources. Donc, on parle beaucoup de fiches santé au CHUM, mais également dans d'autres centres, vous avez accès à des documents qui vous aident à gérer des symptômes. L'infirmière aussi vous soutient en assurant une communication entre vous et les différentes équipes, autant votre médecin que votre pharmacien. Donc, par la suite, vous allez voir, prochaine diapo, l'infirmière pivot en oncologie. Des fois, ça, vous l'entendez durant vos traitements. Qu'est-ce qu'une infirmière pivot en oncologie? C'est une infirmière qui possède une expertise plus spécifique dans un site tumoral ou plusieurs sites tumorales, comme exemple en hématologie. Vous en avez d'autres qui sont spécialisés en poumon, en sein, en prostate. Et là, je vais parler de mon cas spécifiquement. Donc, comme infirmière pivot, je suis les patients qui ont une plus grande complexité durant une phase aiguë. Donc, pendant où il y a une plus grosse problématique, jusqu'à temps qu'on stabilise le problème. Donc, par la suite, on donne un congé. On a comme capacité de pouvoir verbaliser notre expertise avec nos autres professionnels de la santé, mais également avec vous pour que vous puissiez comprendre la maladie. On a aussi comme rôle de coordonner vos soins. Ça ne veut pas dire vous donner des rendez-vous, mais s'assurer qu'il y a le bon professionnel au bon moment avec vous. Donc, j'ai mis un petit astérix pour vous mentionner que les critères des infirmières pivots peuvent varier d'un établissement à l'autre et les services également. Sauf que je veux que vous compreniez également qu'un patient qui n'a pas d'infirmière pivot, ça ne veut pas dire un patient qui n'a pas de suivi. Vous voyez encore l'image que vous êtes entouré d'infirmières. La communication, c'est la clé. Donc, prochaine diapo. Ici, je vous présente les 4 grands rôles. Tu sais, vous avez vu l'infirmière, elle est en mesure d'évaluer, d'enseigner, soutenir. Le petit plus de l'infirmière pivot, c'est la coordination de vos soins. Donc, vous voyez ici, vous, les CLSC, les pharmaciens, les médecins, les autres professionnels de la santé qui peuvent être dans votre dossier, l'infirmière pivot s'assure que tout se passe bien entre chacun d'entre eux. Donc, on assure la communication entre les différentes équipes, mais on assure aussi des enseignements avec nos autres professionnels. Comme exemple, une infirmière du CLSC, mais un myélome multiple, elle va passer à tous les jours. Donc, on permet d'avoir un contact avec elle pour s'assurer qu'elle comprend bien vos besoins. Autre diapositive. Donc, l'infirmière pivot en myélome, donc, ce que je fais avec mes patients, déjà, c'est que je vais répondre à leurs questions puis gérer leurs symptômes. On donne beaucoup l'exemple de la douleur. Donc, on va évaluer la douleur, s'assurer qu'on puisse la gérer. On a parlé de médicaments, donc gérer avec des médicaments, mais si les médicaments ne sont pas suffisants, on va en parler avec le médecin pour voir c'est quoi nos alternatives, est-ce qu'on a une fracture, c'est quoi le problème pour qu'on puisse gérer la problématique avec vous. D'autres choses qu'on peut voir, c'est des diarrhées, la fatigue. Évaluer vos symptômes, puis collaborer avec l'équipe médicale là, pour s'assurer que vous vous sentez bien. L'autre chose, comme je vous avais dit, c'est de mettre en place des aides externes ou même internes à l'hôpital, comme
des nutritionnistes. Si on voit que l'alimentation est plus difficile, on peut faire entrer une nutritionniste dans votre dossier. Au niveau monétaire, on peut demander également l'aide d'une travailleuse sociale. Si vous avez certaines difficultés suite à une douleur au dos, par exemple, ou une fracture, on va demander à l'ergothérapeute ou à la physio de venir évaluer le tout puis voir qu'est-ce qui pourrait vous aider à la maison. Donc, faire entrer le CLSC chez vous pour qu'il puisse mettre en place des éléments là, pour assurer votre confort. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour vous orienter vers les bonnes ressources, les bons professionnels de la santé. Donc, comme infirmière, toute infirmière, ce qu'elles vont promouvoir avec vous, c'est un mode de vie sain. Donc, vous allez souvent nous entendre parler de l'arrêt tabagique. Donc, ça s'applique autant avec le myélome pour assurer là, une bonne guérison, pour éviter d'autres problématiques. On a parlé de fatigue également. Donc, avec les traitements, la maladie, vous allez vivre la fatigue. Nous, on va encourager l'activité physique pour éviter d'entrer dans un cercle vicieux de fatigue. On va aussi vous encourager à maintenir un poids santé, bien manger. Si vous avez des difficultés au niveau du goût, au niveau de l'alimentation, la communication, comme je vous dis, c'est la clé avec nous pour qu'on puisse vous donner les meilleurs outils afin de vous sentir mieux. Consommation d'alcool, on ne vous empêche pas d'en prendre, mais de limiter le plus possible votre consommation. Pour ce qui est de l'été qui s'en vient prochainement, assurez de mettre la crème solaire. Des fois, il y a certains médicaments ou certains traitements de chimiothérapie qui peuvent vous rendre beaucoup plus sensible au niveau du soleil. Puis aussi, on vous encourage à vous crémer pour éviter d'avoir des lésions au niveau de la peau, de faire entrer des bactéries. On a parlé de vaccination, donc c'est vraiment pour venir éviter d'attraper des infections qui seraient opportunistes qu'on peut éviter. Et la gestion du stress, qui est la diapositive suivante. Donc, la gestion du stress, le myélome est une maladie qui est dure pour les patients à vivre parce qu'on parle de chronicité. Le mot chronicité fait peur puisqu'on vit avec la maladie pendant des années. Donc, ça peut avoir un effet sur notre santé mentale. On encourage les patients à venir gérer leur stress par différents outils. J'ai mis des astérix sur certains d'entre eux, comme par exemple les exercices, le yoga, le tai chi, l'acupuncture, la massothérapie, parce que c'est des éléments où, imaginez que vous avez une fracture au niveau de la colonne, commencez à faire du yoga, se contorsionner, discutez-en avec nous pour être sûr que c'est des alternatives qui sont sécuritaires pour vous. On parle d'activité sociale, empêchez-vous pas de vivre, OK? Toujours avec l'idée qu'on garde une étiquette respiratoire, s'assurer l'hygiène des mains. Des groupes de soutien, comme la société en parle, ils vous offrent des groupes pour pouvoir discuter avec vos pairs. Et je vous encourage fortement à consulter vos différentes fondations. Comme exemple, au CHUM, nous avons la Fondation Virage qui vous offre beaucoup d'activités qui sont présentes dans cette diapositive-là. À Maisonneuve-Rosemont, vous avez également la Fondation Croire. Donc, chacun de vos institutions peut vous offrir des aides, comme la société également Leucémie Lymphome le Canada. Alors, ceci met fin à la présentation. On est maintenant ouverte pour répondre à vos questions. Oui, merci beaucoup, Dr Lemieux-Blanchard et Madame Cordeau, pour cette présentation très intéressante. Donc, effectivement, c'est maintenant l'heure de notre période de questions. Comme je l'ai mentionné en introduction, nous vous invitons à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran et nous les lirons à haute voix. En raison du grand nombre de participants et du temps limité, je vous rappelle qu'il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions, que nous ne répondrons pas aux questions spécifiques sur l'état de santé d'une personne. Ces questions-là ne seront pas lues à voix haute. Et si nous ne répondons pas à votre question pendant la présentation en direct, un responsable des services à la communauté vous contactera directement après la conférence, excusez-moi. Parfait, donc je vois déjà que nous avons quelques questions, donc je vais vous les poser. Donc, quand et combien de temps devrait-on recevoir les agents de biphosphonate comme Aredia?
C'est une bonne question. On dit en général au moins 2 ans. Par contre, dans certaines situations, notamment après la greffe, qui est un traitement dont on a vu là, qui était quand même assez intensif pour lequel on peut avoir de bonnes rémissions, on peut proposer à ce moment-là de faire un traitement de 1 an de CC. Mais en général, si on veut voir pour faire général et tout le monde, c'est 2 ans. Après, de continuer, il y a des recommandations pour le continuer aux 3 mois, particulièrement si c'est bien toléré et que ça apporte une certaine aide pour le contrôle de la douleur, parce que les biphosphonates peuvent avoir aussi cet effet-là. Par contre, il faut savoir aussi que les biphosphonates peuvent avoir un effet d'accumulation avec le temps. Donc, c'est généralement 2 ans et à discuter pour la perte, de continuer le médicament au-delà de ça. Par contre, quand on récidive, généralement, on va le reprendre à ce moment-là. Et là, on va le garder de nouveau pour une longue période de temps. Les temps définis ont été beaucoup définis au départ, mais les gens avaient une espérance de vie moins longue. Maintenant, le biphosphonate, on peut en retrouver encore dans la tombe, tellement c'est long et ça s'incruste dans l'os. Alors, on voit plus de problèmes de dynamique de l'os maintenant, avec des fractures associées avec le biphosphonate à trop long terme. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un certain équilibre avec ces médicaments-là, mais qui sont fort utiles, effectivement. Merci. Donc, j'ai une autre question concernant les CAR-T, des développements pour le myélome. Oui. Alors, les CAR-T, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, pourquoi ça s'appelle CAR, trait d'union T? C'est parce que c'est un type de lymphocyte que nous avons, un lymphocyte T, un lymphocyte un peu tueur, qu'on va venir modifier le récepteur à la surface de ce lymphocyte-là pour qu'il vienne s'attaquer à la cellule pour laquelle on a créé un peu c'est comme une clé dans une serrure. On a la serrure qui est le myélome, puis la clé, c'est le nouveau lymphocyte T transformé qui s'en va se joindre sur la cellule myélomateuse pour déclencher une réaction de mort cellulaire et de recruter le reste du système immunitaire pour tuer la cellule. C'est un traitement d'avenir qui marche en leucémie lymphoblastique et dans certains types de lymphomes. En myélome, oui, c'est en développement. On a même des études avancées sur le sujet. Une des choses, c'est que ça reste quand même un traitement qui n'est pas possible pour tout le monde. On doit sélectionner certains patients. Et pour l'instant, même si ça permet d'offrir de longues rémissions, on va encore avoir besoin beaucoup plus de temps avant de dire que ça crée des guérisons. Mais oui, c'est en développement, puis il y en a même qui sont disponibles aux États-Unis maintenant. Merci. Vous en avez probablement déjà parlé là, pendant la conférence, mais quels sont les symptômes physiques du myélome qui progresse? En fait, ça ressemble beaucoup aux symptômes de notre maladie initiale. Donc, les symptômes d'un myélome récidivant, c'est encore là de nouveau de la fatigue parce que l'anémie s'installe. On peut avoir des problèmes de digestion, de concentration, d'inconfort abdominal ou même à la limite de confusion quand notre calcium monte. On peut voir de nouveaux troubles urinaires. C'est bizarre, j'ai l'impression d'uriner moins ou j'urine avec beaucoup de mousse. Pour montrer les changements au niveau rénaux. Puis malheureusement, celui qu'on craint aussi le plus, c'est la nouvelle lésion osseuse qui fait une fracture, donc une nouvelle douleur. Donc ça, c'est des choses qu'on est toujours à l'affût. Quand on a des nouvelles douleurs ou des douleurs qu'on avait éteintes et qui là reviennent en force, ça peut être des signes d'un myélome qui progresse du point de vue symptomatique. Et des fois, la montée du pic monoclonal est quand même pas si grande et peut-être pas encore dans les critères de progression biochimique, mais malgré tout, ça n'empêche pas qu'on peut développer une nouvelle lésion osseuse ou un nouveau symptôme. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on évalue à chaque rendez-vous là, de façon globale. Merci.
Alors, c'est une question que je reformule parce qu'elle était un peu trop spécifique, mais on nous demande s'il y a des choses spécifiques à faire pour éviter la chimio. En fait, comme il y a des traitements que je ne qualifierais pas de chimiothérapie, je vais être sournoise sur cette réponse. En fait, l'idée, c'est de vouloir être observé le plus longtemps possible. J'imagine que c'est le sens de la question. Euh, c'est un peu compliqué, mais oui, Oui, c'est à peu près ça. Oui. à peu près ça. En fait, je pense qu'il y a toujours des risques et bénéfices à toute chose. Donc, quand on observe de façon vigilante quelqu'un, il y a quand même un risque que malgré une observation vigilante, la progression et le symptôme peuvent augmenter. Et l'occasion qu'on avait de traiter avant qu'il y ait des symptômes, eh bien, elle passe à côté de nous. Après ça, il y a des gens pour qui, effectivement, les risques d'effets secondaires, de toxicité, de changement dans notre qualité de vie qui vient quand même avec, parce que souvent, quand on est en observation, on ne ressent pas nécessairement encore les symptômes. Oui, c'est vrai que ça peut être un grand bouleversement, puis c'est un pensez-y bien, dépendamment de notre vie, où on en est rendu, à quel âge et où on se voit aussi dans le futur. Donc, c'est normal d'y penser. C'est sûr que comme médecin, comme nous, on sait que de traiter, on va avoir quand même un effet rapide, efficace, puis qu'on peut éviter les complications. C'est sûr que c'est notre métier, alors on est plus tenté à vous proposer de prendre des traitements. Mais il faut juste bien en discuter puis comprendre les risques et les bénéfices de chaque chose. Maintenant, quand on est déjà symptomatique et d'attendre, ben après ça, c'est juste de bien comprendre que si on ne prend pas les traitements, ben c'est pas nécessairement les symptômes ne vont pas s'améliorer d'eux-mêmes. Ils vont même plutôt se détériorer et voir aussi notre capacité physique à bien supporter les effets secondaires de nos traitements également être plus difficile. Donc, plus on attend quand on est déjà symptomatique, par exemple, j'ai une anémie à 75, mais je veux attendre avant d'être traité, bien, c'est sûr que quand on est rendu avec 60 d'hémoglobine au bout de notre souffle, les traitements ne seront pas magiques, puis ça va prendre du temps avant qu'on récupère. Donc, c'est un choix là encore, puis on ne force personne à prendre des traitements de chimiothérapie. Si la question est-ce qu'il y a une alimentation particulière qui peut me faire retarder ma progression, présentement, moi, j'en connais aucune. Merci. Une dernière question qui demande quand commencent les traitements du style Aredia, avant ou après la greffe? En principe, c'est sûr qu'il peut y avoir différentes raisons là, où des fois, avec certaines fractures, on veut attendre de débuter un médicament qui va justement moins dynamiser l'os. Il y a des cas particuliers, mais généralement, l'arédia commence avec le diagnostic, généralement. Il faut savoir par contre qu'il y a quand même si nous, notre recommandation générale est de le donner pour tout le monde, il ne reste pas moins que les recommandations plus spécifiques, particulièrement pour le médicament à la RAMQ, c'est pour les patients qui ont déjà des lésions osseuses. Mais on voit quand même un certain bénéfice chez des patients qui n'ont pas de lésions osseuses. Donc, c'est correct d'en parler aussi quand on n'en a pas. Par contre, c'est surtout un traitement qu'on va proposer aux gens qui ont une manifestation osseuse en premier lieu. Mais ma tendance est de l'utiliser plus généralement. Par contre, il s'agit des fois, il y a tellement de choses à discuter. Il faut voir le dentiste, il faut s'assurer que notre dentition est bonne parce qu'on peut avoir de l'ostéonécrose de la mâchoire. C'est un drôle de nom, là, mais ça veut dire que quand on arrache une dent, ça guérit mal puis ça fait mal longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande, si on n'a pas de problème à devoir commencer rapidement les bisphosphonates, on va demander une évaluation dentaire. Puis là, des fois, les choses vont de fil en aiguille. Puis là, vous voyez que et je me tape sur la tête, là, ça m'est arrivé aussi, d'oublier de prescrire puis d'en parler. C'est juste, ça peut être la roue qui tourne. Alors, il faut juste nous ramener. Hey, on avait parlé d'Arédia, il me semble que ce n'est pas encore arrivé. Ramenez-nous dans le droit chemin. Des fois, il y a des choses qui se perdent dans les conversations. Alors, habituellement, c'est supposé être fait dès le début du diagnostic, particulièrement quand on a des lésions osseuses.
Merci. Enfin, ce n'est pas une question, mais un commentaire de Vanessa qui dit que c'était une très belle présentation, Dr Lemieux, Blanchard et Martine. Très fière de travailler avec vous. Alors, on va dire merci à Vanessa, que je devine, je devine son nom de famille. Donc, merci pour ces excellentes questions et merci à nos deux conférencières d'avoir pris le temps d'y répondre. Est-ce qu'on peut afficher la dernière diapo, s'il vous plaît? Vous comprenez que c'était moi qui contrôlais les diapos, malheureusement. Merci. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que nous sommes là pour vous. Si vous êtes à la recherche de ressources ou de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel ou en composant le 1-833-222-4884. Veuillez noter qu'un court sondage vous sera envoyé après cette présentation. Merci de prendre un moment pour y répondre parce que ça nous permet de vraiment nous aider à planifier les événements futurs pour que ça vous intéresse. C'est tout. Merci et prenez bien soin de vous. Merci. Au plaisir. Merci.